Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et à 18h20, vous recevez ce soir le pédiatre et infectiologue Robert Cohen. Bonsoir professeur Robert Cohen, merci d'être à mes côtés ce soir sur Europe 1. Bonsoir. Alors voilà, les enfants prennent le chemin de l'école demain, après les enseignants, c'était leur pré-rentrée aujourd'hui. Jean-Michel Blanquer a été assez formel ce matin, c'était au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Voilà ce qu'il disait pour rappel, écoutons. Les dégâts sociaux et les dégâts même sanitaires seraient peut-être plus importants. C'est encore une fois ce que disent de nombreux pédiatres eux-mêmes. Vous avez des soins qui ne sont pas faits actuellement, vous avez des enfants qui ont des problèmes alimentaires, vous avez des enfants qui connaissent des violences intrafamiliales. Tous ces sujets-là, il faut les avoir bien à l'esprit. Et puis pour tous les enfants. Professeur, la voix de Jean-Michel Blanquer à la portée, les enfants reprennent l'école demain. Quelle est votre voix à vous? Alors, on va y venir dans un instant, que les études quand même se suivent et se contredisent. Je ne crois pas que... Bon, on est tout à fait en accord avec ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale. Et je vous confirme que depuis des semaines, les pédiatres prennent globalement, sans discrimination positive, sans discrimination, en faveur de la reprise de l'école pour les enfants. Et effectivement, les risques qu'il a identifiés sont ceux-là, et même on pourra en décrire plus. Le deuxième point, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, les études vont toutes dans le même sens. Le risque pour les enfants est extrêmement modeste, il n'est pas nul, du Covid-19, et ils sont moins porteurs du virus, ils sont moins contagieux que les adultes, et ils sont moins contagieux entre eux et pour les adultes. Donc, tout ça, les études, au contraire, s'accumulent en dehors d'un rapport que nous trouvons de qualité extrêmement médiocre de Santé publique France. Toutes les études vont dans le sens. Alors, permettez-moi simplement. Ouais. Alors, professeur, permettez-moi simplement d'avancer sur cette étude allemande qui a jeté le trouble la semaine dernière parce qu'ils ont des symptômes légers. Les enfants sont peu testés et peu présents aussi dans les études épidémiologiques. C'est ce qui explique aussi les incertitudes sur leur rôle dans la propagation du virus. Qu'en est-il? Expliquez-nous. On va vous expliquer. L'étude allemande montre exactement les résultats que nous avons. Et nous avons depuis des semaines et des mois. C'est que les enfants sont beaucoup moins porteurs que les adultes, même quand on les prélève systématiquement. Ce que dit cette étude allemande, elle dit simplement que quand un enfant est porteur de virus, il a les mêmes charges virales que les adultes. Donc, le risque pour un enfant donné, s'il est porteur, pourrait être théoriquement celui d'un adulte, mais ils sont beaucoup moins souvent porteurs que les adultes. Ils le sont 2 à 6 fois moins. D'accord ? Mais la même charge virale, ça voudrait dire que ce serait plus dangereux pour un enfant, donc ? Non, pas du tout. Ça veut dire que quand un enfant est porteur du virus, il pourrait avoir la même charge virale qu'un adulte. Mais il y a 2 à 5 fois moins d'enfants porteurs que d'adultes. Donc vous comprenez bien que la population d'enfants est beaucoup moins contagieuse que la population d'adultes. Mais on va aller plus loin. Même un enfant avec une charge virale égale, maintenant les études s'accumulent, aussi bien la première en France, mais sur un enfant, en Australie, en Hollande récemment, qui montrent que même quand ils sont porteurs du virus, ils sont moins contagieux que les adultes. Alors docteur, je vais essayer de comprendre alors, parce que c'est peut-être bête et méchant, mais pour moi c'est pas une évidence. Pourquoi alors refusons-leur, en tout cas pour l'instant, on entend, il faut pas les mettre en relation avec les seniors, avec les personnes âgées, avec les personnes du grand âge. Pourquoi dans ce cas les a-t-on séparés si longuement et encore là durablement? Parce que l'hypothèse de départ, avant qu'on connaisse complètement ce virus, et que les enfants sont très souvent porteurs de virus. Et c'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour le virus respiratoire syncytial, celui qui est responsable de la bronchiolite, de la pneumonie, et les enfants étaient plus souvent porteurs. On est partis tous, y compris nous, on n'était pas sur cette position-là au départ. Mais au fur et à mesure des semaines de l'épidémie, on s'est aperçu que quand on prélevait des enfants parce qu'on les suspectait, on les voyait très rarement positifs pour ce virus, et avec un ratio de 2 à 6 fois moins. Donc là, les enfants peuvent retourner voir leurs grands-parents aujourd'hui? Ils peuvent être gardés par les grands-parents si les parents ne peuvent pas les faire garder s'il n'y a pas d'école? Voilà. Bon, moi, c'est pas à moi de dire ça, mais j'ai une vraie confiance vis-à-vis de ça. Je dis souvent aux parents qui me posent la question, je dis probablement pour vos parents, vous êtes plus à risque de contamination que leurs petits-enfants.
Parce qu'ils sont beaucoup plus porteurs que les jeunes enfants. Professeur, vous lancez vous-même une étude sur les enfants, précisément. Quel en est l'objectif? Qu'est-ce que vous recherchez? L'objectif, on a lancé, le groupe de pathologies infectieuses pédiatriques, qui sont les infectiologues pédiatres, ont lancé de très multiples études, dont une sur les enfants hospitalisés, dont on aura les résultats très très rapidement, mais on peut vous dire globalement, c'est dans les dizaines de jours qui suivent. Vous avez déjà une tendance? Ah oui, la vraie tendance, c'est que la majorité de nos enfants qui ont été hospitalisés pour cette maladie-là ont été contaminés par leur entourage avant et pas par l'école. D'accord ? La deuxième étude que nous avons lancée, ce sont une étude à l'extérieur de l'hôpital sur des patients ambulatoires vus par des pédiatres, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils venaient pour une consultation systématique, et on voit de façon identique qu'il y a très 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 peu d'enfants qui sont porteurs du virus, et il y en a un peu plus qui ont été en contact avec le virus. Et il y a comme ça beaucoup d'autres études qui vont dans le même sens. On est très confiant sur cela. Donc, ça c'est le risque qu'on pourrait s'imaginer vis-à-vis du coronavirus. Mais en médecine, on ne peut pas réfléchir qu'en risque. Il faut aussi réfléchir en bénéfice. Et le bénéfice de la socialisation de nos enfants et du retour à l'école est tellement plus important qu'un risque. Pourquoi, docteur ? Pourquoi, professeur ? Sur l'aspect psychologique, sur l'aspect social, c'est ça ? Sur tous les aspects. D'abord, vous avez Est-ce qu'il ne prend pas sur l'aspect strictement viral, quand même ? Non, franchement non. Vous savez que le coronavirus chez l'enfant, même en pleine période épidémique, c'était au maximum 10% de prélèvements positifs. Il y avait beaucoup d'autres pathologies infectieuses. Vous savez que les enfants ont très souvent des infections et le coronavirus joue un rôle mineur dans ces infections. Donc le risque infectieux lié au coronavirus existe, mais il est très très inférieur aux autres pathologies infectieuses que nous rencontrons en permanence. Si vous comparez, par exemple, comparaison n'est pas raison, mais si vous comparez, par exemple, le nombre de coronavirus par rapport au nombre de méningites qu'ont tous les ans les enfants en France avec des séquelles et des mortalités, on est très 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 en dessous. D'accord. Donc, professeur, vous dites demain... Vous dites demain aux parents qui nous écoutent, vous dites demain, allez-y, mettez vos enfants à l'école parce que de toute façon, il faut les resocialiser, il faut les remettre dans un cycle aussi de rythme scolaire, de rythme de sommeil. Et puis, les grands-parents, allez chercher vos petits-enfants à l'école parce que finalement, c'est bon pour tout le monde. Alors, je dis sans hésiter, remettez vos enfants à l'école, n'ayez pas peur de les remettre à l'école, et je dis que les bénéfices qu'ils en tireront, non seulement éducationnels, mais aussi pour la socialisation, mais aussi pour leur santé au sens large, est bien supérieur à un risque qui est minime, qu'ils attrapent éventuellement le Covid et qu'ils fassent une maladie significative. Et la deuxième vague, professeur, d'un mot, parce que si les enfants quand même attrapent à la sortie de l'école parce que le va-et-vient des adultes, etc., ça peut pas être ce qui favorisera cette deuxième vague qu'on redoute tant ? Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui montre un cluster partant des enfants ou des écoles. Donc ça c'est clair. Alors maintenant, à un moment, on pourra toujours décrire une étude, mais jusqu'à ce jour, on n'a aucun argument pour cela. Les adultes entre eux sont beaucoup plus à risque que le sont les enfants vis-à-vis des adultes. Et quand on parle de deuxième vague, vous savez, elle pourra venir peut-être en mai, mais peut-être elle arrivera en septembre, en octobre. Est-ce que quelqu'un a l'intention de fermer les écoles tout le temps ? C'est inimaginable. Donc, cette raison ce risque de la deuxième vague, il pourra persister dans le temps, et ce ne sont pas les enfants qui jouent un rôle dans la dynamique de l'épidémie. Merci beaucoup, professeur, en tout cas de nous avoir éclairé et de nous avoir parlé de votre étude également ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup. Europe 1. À suivre dans un instant, Nathalie Lévy. Les grandes voix sur cette première journée de déconfinement, qu'en disent-ils ? À tout de suite. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h.